trucs. Je fais des films, j'écris des livres. J'ai fait un film qui s'appelle Demain, vous avez peut-être entendu parler, qu'on avait réalisé avec Mélanie Laurent en fin 2015. J'ai fait un film qui s'appelle Animal, qui est sorti au cinéma il n'y a pas très longtemps. J'ai créé un mouvement qui s'appelle Colibri en 2006. Un magazine qui s'appelle Kaizen, qui est maintenant en Bretagne d'ailleurs, à Rennes. Une collection de bouquins chez Actes Sud qui s'appelle Le Domaine du Possible. J'ai aussi participé beaucoup aux toutes les grandes mobilisations climat à partir de 2018. J'ai fait partie des gens qui ont à la fois initié les marches, mais qui ont aussi opéré des rapprochements entre les Gilets jaunes et le mouvement climat. Je faisais partie des gens qui ont lancé l'affaire du siècle, quand on a attaqué l'État en justice pour inaction face au changement climatique. C'est moi qui ai proposé à Macron de faire la Convention citoyenne pour le climat, et j'en étais l'un des garants, ce qui a valu quelques affrontements médiatiques interposés à la fin de la Convention. Et voilà, et avant j'ai fait d'autres trucs, j'ai organisé des congrès israélo-palestiniens, j'ai organisé des congrès d'imams et de rabbins pour la paix, j'ai été acteur dans une autre vie, enfin j'ai fait des études d'art dramatique. Voilà. Qui est-ce qui a le sentiment qu'il n'est pas totalement au clair avec la situation climatique ou la situation écologique de façon générale? Est-ce que vous avez l'impression de tous être au clair avec ça? Être au clair, c'est savoir quelle est la gravité de la situation, à quelle vitesse ça va, ce qui pourrait nous arriver, quand. Finalement. Très rapidement, parce que je pense que vous en avez parlé beaucoup pendant la journée, mais enfin, comme vous le savez tous, on est d'une certaine manière au bout d'un système. Donc au bout d'un système qui a considéré qu'on pouvait exploiter les ressources naturelles autant qu'on voulait pour faire marcher la croissance économique, pour créer de la richesse, que certains résumeraient au mot capitalisme, que d'autres résumeraient au mot d'un système croissanciste ou bon. Bref, en tout cas, ce système économique-là arrive à ses limites, et on voit qu'il arrive à ses limites parce que on est en train de déstabiliser les équilibres planétaires, et notamment les 9 limites planétaires. Qui est-ce qui connaît pas les limites planétaires? Vous connaissez tous? Ah ben non, pas tous. Il y a un calcul qui a été fait par le Stockholm Resilience Center qui considère qu'il y a 9 grandes limites planétaires qu'il ne faut pas dépasser, parmi lesquelles le changement climatique, parmi lesquelles la disparition des espèces, l'acidification des océans, la fertilité des sols, la déforestation, la pollution chimique. On aurait dépassé 6 de ces 9 limites planétaires. Et évidemment, les deux plus connus, c'est le changement climatique. Donc on a dépassé la zone de sécurité, là on est à 1,1, 1,2 degrés de réchauffement. Il faudrait théoriquement qu'on reste en dessous de 1,5 degré de réchauffement d'ici la fin du siècle pour que cette planète, ou en tout cas une bonne partie de la planète, reste habitable, vivable. Or, les climatologues disent aujourd'hui qu'il y a de très fortes chances, quasi certitude, qu'on dépasse ces 1,5 degrés entre 2030 et 2040. Il y a même de très fortes chances qu'on dépasse les 2 degrés entre 2040 et 2050. Pourquoi? Parce que tout le carbone qu'on envoie dans l'atmosphère, il y reste pendant un certain temps. Il y a ce qu'on appelle un phénomène d'inertie. C'est un peu comme quand vous êtes dans une voiture qui roule à 200 km/h, quand vous freinez, il va vous falloir une certaine distance pour vous arrêter. Avec le changement climatique, c'est la même chose. Tout ce que vous avez envoyé dans l'atmosphère va y rester pendant plusieurs décennies avant que ce carbone puisse être à nouveau absorbé par les écosystèmes, qu'il puisse être absorbé par les plantes, par les océans, etc. Donc ce qui veut dire que le réchauffement des 20 prochaines années, il est déjà programmé, avec tout le carbone qu'on a déjà envoyé dans l'atmosphère. Ce qu'il faut maintenant, c'est voir ce qui va se passer en gros à partir de 2040, où on décroît vraiment très, très rapidement. Et à ce compte-là, on peut imaginer qu'on reste autour de 1,5, ou on ne le fait pas, et ça continue à augmenter. J'imagine que vous savez ça aussi. Je suis désolé, je vais mettre mes lunettes, c'est pas pour faire mon crâneur, mais c'est parce que je suis un peu photosensible. J'imagine que vous savez ça aussi, mais si aujourd'hui tous les États remplissent leurs engagements, les engagements qu'ils ont pris dans les sommets internationaux, dans les COP, etc., à la fin du siècle, le climat se réchaufferait de 3,2 degrés. À 3,2,
on aurait déjà les impacts que les climatologues pensaient qu'on aurait à plus 5. Ça, c'est le dernier rapport du GIEC qui a montré ça. Ce qui veut dire qu'il y a 3,5 milliards de personnes qui vivent aujourd'hui sur des territoires qui deviendraient vraiment inhabitables à plus 3,2 degrés. Donc ces personnes seraient soit contraintes de migrer, soit seraient amenées, pour une partie d'entre elles, à mourir. Pourquoi ces territoires deviendraient inhabitables? Parce qu'il y ferait une chaleur insupportable, notamment dans les zones tropicales. La combinaison de l'humidité et de la chaleur fait que il n'y a même pas besoin qu'il fasse 50 degrés. À 40 degrés avec 80% d'humidité, c'est déjà intenable. Dans des zones plus sèches, comme les climats méditerranéens, il y aurait justement un manque d'eau caractérisé qui ferait que ça deviendrait très compliqué de faire de l'agriculture, et puis que ça augmenterait les risques d'incendie, comme vous le voyez déjà. Ça ferait que globalement sur la planète, il y aurait un déficit de nourriture. On considère que pour chaque degré d'augmentation de la température, on perd 10% de rendement agricole. Donc si on arrive à plus 3 à la fin du siècle, en gros, on perd 30% de rendement agricole, ce qui veut dire qu'il y a des émeutes de la faim. Ce qui veut dire aussi qu'il y a un certain nombre de pays qui rentrent en conflit les uns avec les autres pour avoir accès aux ressources naturelles, pour avoir accès à l'eau, pour avoir accès aux terres arables, etc. Et ce qui veut dire qu'on rentre dans ce que les climatologues appellent des zones d'incertitude profonde. C'est-à-dire qu'à partir de plus 2, ils disent qu'on ne sait pas très bien comment fonctionnerait le système climatique. Et qui pourrait basculer, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des points de bascule qui font que le réchauffement s'accélère et qu'on en perd le contrôle. Donc on puisse parvenir à plus 3, plus 4, plus 5 beaucoup plus rapidement. Et évidemment, plus la température augmente à plus 5, enfin même à plus 4, c'est un monde perpétuellement en guerre a priori. Donc ça c'est la première limite, il y en a 9. Enfin, on en a dépassé 6 sur 9. Donc je ne vais pas vous faire les 6, mais c'est simplement pour vous dire que on est dans une course contre la montre qui est extraordinairement grave. Là, le dernier rapport du GIEC disait qu'il fallait que la courbe des émissions redescende à partir de 2025, si on voulait se donner une toute petite chance de rester dans la fourchette des 1,5 degrés. Et pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. La deuxième grande crise que j'évoque rapidement, c'est celle de la biodiversité, que vous connaissez aussi. Les espèces disparaissent entre 100 et 1000 fois plus vite que la normale. Il y a plus d'1 million d'espèces qui sont menacées de disparaître. Et si ça continue à ce rythme-là, les scientifiques craignent qu'on atteigne ce qu'ils appellent la 6e extinction de masse. Une extinction de masse, c'est quand il y a 75% de la vie sur Terre qui disparaît brutalement. Si 75% de la vie sur Terre disparaît brutalement, par exemple au siècle prochain, il y a de fortes chances que, évidemment, on fasse partie de la charrette. Donc, la question qui nous est posée, c'est comment, d'une part, on essaye d'arrêter la catastrophe, d'arrêter les émissions de gaz à effet de serre, d'arrêter la disparition des espèces, mais surtout comment on construit une société, une civilisation qui est capable de maintenir ces équilibres, de faire en sorte que nos activités économiques non seulement arrêtent de détruire, mais même participent à régénérer les écosystèmes. Comment est-ce qu'on fait de l'industrie en replantant des forêts, en replantant des mangroves, en replantant des prairies marines, en recréant des zones humides, en faisant revenir les oiseaux, en faisant revenir les pollinisateurs, en réenrichissant les sols, en allant justement rechercher du carbone dans l'atmosphère, en plus d'arrêter d'en envoyer. Comment est-ce qu'on produit de l'énergie sans être dans ni dans une émission, dans des émissions délirantes de gaz à effet de serre, mais produire de l'énergie sans utiliser cette énergie pour des motifs extractivistes, c'est-à-dire pour passer notre temps à raser les forêts, vider les océans, creuser des mines. Et cette question-là n'est évidemment pas évidente, puisque l'ensemble de la planète fonctionne dans ce modèle, pour l'instant, fonctionne dans ce récit, dans cette histoire de comment l'économie doit marcher. Et une bonne partie d'entre vous, je ne sais pas quel type de cursus vous avez fait, quel type d'études, mais si vous avez fait un peu d'éco, si vous avez fait un peu de matière scientifique, on continue à enseigner ça. On continue à enseigner le fait qu'il faut de la croissance économique, que c'est la croissance économique qui crée la richesse, qui permet ensuite de la répartir pour avoir de l'emploi, pour avoir la santé. Alors que cette vision du monde est largement remise en question par de plus en plus d'économistes, certains qui sont très hétérodoxes mais d'autres moins,
qui, de façon très concrète, voit que c'est pas le cas, que la corrélation entre avoir de la croissance et avoir de la santé, avoir plus d'éducation, avoir une qualité de vie satisfaisante ne se vérifie pas. Par exemple, dans Animal, là, le dernier film que j'ai fait, on a interviewé un économiste qui s'appelle Éloi Laurent, qui enseigne à Sciences Po et à Stanford, et qui est économiste à l'OFCE, qui nous disait aux États-Unis, avant le Covid, il y avait encore 3 à 4% de croissance. En Californie, il y avait même 5 à 6% de croissance. Et pourtant, l'espérance de vie baisse. Et pourtant, les écosystèmes sont tellement dégradés, notamment en Californie, avec la sécheresse, les incendies, que ça devient de plus en plus invivable. Et pourtant, les inégalités augmentent. Et il y a des gens qui sont obligés d'avoir 3 boulots pour survivre. Et pourtant, les institutions sont fragiles, au point que quand Biden a été réélu, vous avez tous vu l'invasion du Capitole et à quel point la société est fracturée. Donc cette corrélation entre croissance et bonne santé de nos civilisations, elle est loin d'être évidente. Et lui dit aujourd'hui, c'est un indicateur qui, d'une certaine manière, nous emmène dans le mur. On a besoin de changer, on a besoin d'un nouveau tableau de bord. Et peut-être qu'on a besoin de se demander ce à quoi on veut vraiment parvenir en tant que société. Et il nous disait que dans les études sociologiques, quand on pose la question aux gens un peu partout dans le monde, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Ce que les gens répondent en premier, c'est la santé. Ce qui paraît assez logique, surtout vu ce qu'on vient de traverser depuis 2 ans et demi. Et quand on demande à ces mêmes personnes qu'est-ce qui vous rend heureux, la plupart des gens disent le lien social, les autres humains. Et ça aussi, on l'a vécu beaucoup pendant le confinement. On voyait bien que ce qui nous manquait le plus, c'était les autres. C'était de pouvoir se retrouver, se parler, boire des coups ensemble, être ensemble. Donc comment est-ce qu'on construit une société dont la finalité et les indicateurs sont justement de préserver la santé et le lien social avant toute chose? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait des études qui les ont amenés à entendre parler de développement durable. Ce terme fantastique, cet oxymore merveilleux. Quand on représente par exemple le développement durable, vous savez, on fait 3 cercles. On fait un cercle pour l'économie, un cercle pour l'écologie, un cercle pour le social. Et on considère que ce qui est soutenable, durable, c'est les points de jonction entre les cercles. Sauf que cette représentation en elle-même, elle est absolument pas conforme à la réalité. C'est-à-dire que ces 3 cercles, ils sont pas de la même taille, ils sont pas équivalents. Si on voulait représenter la réalité telle qu'elle est vraiment, on représenterait un très grand cercle qui est l'écologie, qui sont les écosystèmes, la biosphère. C'est parce qu'il y a la biosphère que nous, on peut exister. À l'intérieur de la biosphère, un deuxième cercle plus petit qui est l'humanité, donc ce qu'on a tendance à appeler le social dans cette représentation du développement durable. C'est parce que la biosphère que les humains peuvent exister et donc ils existent à l'intérieur de la biosphère. Et à l'intérieur de ce cercle, un troisième cercle qui est l'économie, qui est la façon dont les humains organisent leurs échanges, mais qui est dépendant des 2 autres. Et aujourd'hui, c'est ce cercle-là, l'économie, qui détermine de façon prioritaire les décisions qu'on prend. C'est absurde. Ça peut pas marcher. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans une situation aussi catastrophique. Parce que théoriquement, les décisions devraient être prises d'abord pour maintenir les conditions d'habitabilité sur cette planète. Voilà. Ça, c'est un tout petit état des lieux de là où on en est, des réflexions qu'on peut avoir. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est évidemment de discuter avec vous à partir des questions que vous vous posez, vous, là où vous êtes, dans votre vie, dans ce que vous allez faire comme métier, de ce que vous voudriez faire comme métier, dans ce que vous avez aussi envie de faire pour vous engager, et qu'on puisse un peu parler de ça. Il y a déjà des questions dans la boîte à questions. Ça tombe bien. Si on n'avait pas, on était dans la merde. Là. Je peux continuer à parler tout seul, hein, tu veux dire. Alors, les colibris, c'était un peu chaque geste éco-citoyen et individuel compte. T'en es où par rapport à ça? En fait, qui c'est qui a posé cette question, juste pour que je puisse te répondre? Ah, c'est une personne anonyme. Ok. Les colibris, ça a été aussi un peu caricaturé parce qu'il y avait donc pour ceux qui connaissent pas, il y a une légende amérindienne qui est la légende du colibri qui raconte qu'un jour les animaux de la forêt se retrouvent au milieu d'un immense incendie, qui sont tous apeurés, effrayés, et que ils regardent les flammes consumer les arbres jusqu'à ce que l'un d'eux, le petit colibri, aille s'activer, aille chercher une goutte dans la rivière
elle les mette sur le feu, fasse des allers-retours, et le tatou lui dit, écoute, arrête avec tes gouttes, ça sert à rien, tu vois bien que tu vas pas éteindre le feu. Et il dit, oui, je sais, mais je fais ma part. Et donc cette légende-là a servi à, d'une certaine manière, à faire croire que les colibris c'était ça. C'était chacun met sa petite goutte, fait sa part. C'était la baseline d'ailleurs à un moment de l'association. Alors qu'en réalité, la plupart des gens qui étaient engagés dans le mouvement étaient plutôt dans des démarches qui ressemblent un peu à ce qu'on voit ici, c'est-à-dire des démarches d'autonomie collective sur des territoires. C'était vraiment la démarche de Pierre Rabhi au départ, de dire il faut essayer de sortir de ce système économique-là et de recréer des endroits de cohérence où on puisse recréer de l'autonomie alimentaire, de l'autonomie énergétique, sécuriser notre rapport en eau, recréer de l'économie locale et d'une certaine manière faire émerger une société un peu différente. C'était ça l'essentiel du travail qui était fait par l'association sur les territoires en reliant les gens autour des co-lieux, notamment les oasis et tout ça. Mais ça a été aussi beaucoup compris comme ça. Évidemment, ni l'un ni l'autre ne sont suffisants. C'est ni suffisant de faire chacun un truc dans son coin. On comprend bien pourquoi. En gros, 75% de notre impact en tant que personne, c'est par exemple de votre empreinte écologique, de votre empreinte carbone, c'est conditionné par les architectures dans lesquelles vous vivez. Vous vivez sur un territoire où l'urbanisme a été dessiné d'une certaine façon, où l'endroit où vous allez faire vos courses, c'est pas forcément vous qui l'avez déterminé non plus. C'est-à-dire, c'est pas vous qui avez choisi que vous viviez dans une zone périurbaine où il y a des grandes surfaces avec des grands parkings, où on vient en voiture, qu'il n'y a pas de transport en commun. C'est pas ça que vous l'avez pas choisi, tout ça. Donc une bonne partie de ce que vous allez faire est orientée d'une certaine manière par les décisions des pouvoirs publics qui ont été prises structurellement. Et ça, c'est le calcul qu'avait fait un cabinet qui s'appelle Carbone 4, qui avait essayé de regarder ce que ça aurait comme impact, notamment sur le changement climatique, si chacun d'entre nous avait un comportement relativement exemplaire. Et il s'était rendu compte que ça représenterait à peu près 25% des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on pourrait réduire de 25% les émissions si chacun d'entre nous faisait de son mieux ou à peu près de son mieux. 25%. Donc, non, ça n'est absolument pas suffisant. Et c'est pour ça que dans le troisième volet du 6e rapport du GIEC qui est sorti récemment, il disait les actions individuelles, oui, ça peut marcher, si elles sont massifiées. Et pour qu'elles soient massifiées, on a besoin d'avoir des politiques publiques extrêmement résolues, qui orientent justement ces comportements-là. Faire ce qu'on peut faire dans ce genre d'endroit, c'est-à-dire recréer des espaces d'autonomie, de résilience et tout ça, c'est très important. Mais ça n'est pas suffisant non plus. Ça, c'est par exemple ce qu'ont fait des mouvements comme le Transition Network de Rob Hopkins, ou le mouvement autour de la permaculture avec David Holmgren en Australie. Et en 2014, David Holmgren a dit ok, cette stratégie qu'on a mis en place depuis une quinzaine d'années, elle essaime un petit peu, mais si on attend que ça soit ça qui résolve le problème, il va falloir 2 générations. Ça va pas assez vite. Et ça reste trop isolé. C'est-à-dire que c'est des initiatives à petite échelle qui sont un peu dans leur coin et qui n'impactent pas forcément le cœur du modèle, à tel point que Holmgren imaginait qu'il fallait organiser un crash intentionnel de la société, de la civilisation industrielle. En gros, commencer à aller saboter le système pour qu'il commence à se casser la figure et que ça fasse, que d'une certaine manière, ça oblige ces initiatives de résilience à grandir plus vite et à ce qu'elles deviennent une sorte de refuge justement dans un monde qui commence à se casser la figure. Je ne sais pas si c'est une stratégie très intelligente, parce que c'est une stratégie qui ferait beaucoup de dégâts. Mais en tout cas, c'est le signe qu'il faut aller plus loin que simplement des initiatives isolées. Il faut trouver le moyen de les institutionnaliser. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, je pense que pour arriver à la transformation dont on a besoin, qui est une transformation vraiment systémique, on a besoin que la société change au point de, je sais pas, quand il y a eu le changement entre la monarchie par exemple et des systèmes représentatifs, c'était vraiment des révolutions coperniciennes. On a changé de logiciel, de pensée. Ou quand on est passé d'un monde où il y avait l'esclavage ou un monde où il n'y avait plus l'esclavage. C'est ce type de transformation-là qu'il faudrait. Où il y a un changement de représentation du monde
mais ensuite un changement structurel qui vient s'incarner dans d'autres façons de faire de l'économie, de la politique, de l'industrie, comme je le dis. Et pour y arriver, à mon avis, en regardant les exemples qu'on a eus dans le passé, il faut à la fois que des récits nouveaux émergent, c'est-à-dire que des gens soient capables de penser le monde autrement que comme il est aujourd'hui, et puissent commencer à incarner cette nouvelle vision du monde dans des initiatives. Ça, c'est très important. Il faut des rapports de force politiques, juridiques, dans la rue, dans toutes les initiatives, enfin dans tous les exemples que je vous citais là, que ça soit la Révolution française par exemple, que ça soit la fin de la ségrégation aux États-Unis, que ça soit l'indépendance de l'Inde, que ça soit la fin de l'esclavage, c'est toujours passé par des rapports de force, qui étaient certains non violents et certains plus violents. Vous voyez bien que la Révolution française, ils ne sont pas allés s'asseoir devant le château de Versailles en faisant un sit-in à la façon d'Extinction Rebellion, et en disant on ne se lèvera pas de cet endroit tant que Louis XVI n'aura pas déclaré la République. Bon, non, ils sont allés un peu à la castagne. Et c'est normal, puisqu'aujourd'hui, un certain nombre d'intérêts, en tout cas les intérêts clés du système tel qu'il fonctionne, sont tenus par des gens qui, eux, n'ont pas envie que ça change. Donc il faut bien engager des rapports de force avec eux. Et puis, le troisième élément, ce sont les circonstances historiques, c'est-à-dire que souvent, des circonstances historiques particulières agissent comme des catalyseurs sur les deux premiers éléments. Par exemple, quand les suffragettes ont fini par obtenir le droit de vote pour les femmes au Royaume-Uni, en 1918, il a fallu à la fois des gens qui étaient capables de se représenter le monde autrement, c'est-à-dire d'imaginer un monde où les hommes et les femmes auraient les mêmes droits, ce qui n'est toujours pas le cas, mais ça s'est quand même un peu amélioré, d'engager des rapports de force, certains non violents, avec des manifestations, avec des grandes marches, avec de la distribution de documents qui permettaient de sensibiliser tout un tas de personnes qui ne l'étaient pas, etc. Mais aussi des rapports de force plus violents. Les suffragettes, elles incendiaient des magasins, elles pétaient des vitrines, elles ont même mis une bombe devant chez le Premier ministre, donc elles faisaient attention de faire aucune victime, mais bon, elles engageaient quand même des rapports de force. Et la Première Guerre mondiale qui a été le détonateur, qui a fait que une grande partie des hommes sont partis au front, une certaine partie d'entre eux sont morts, donc les femmes ont pris un certain nombre de positions dans la société pour pouvoir continuer à faire tourner le pays. Et en 1918, non seulement il y avait un déséquilibre démographique, mais en plus c'était impossible de dire que les femmes étaient des citoyennes de seconde zone, puisqu'elles avaient prouvé totalement le contraire pendant une bonne partie de la guerre. Donc ça a été le catalyseur qui a permis de parvenir à obtenir le droit de vote. Là on est dans la même situation. On a à la fois besoin de récits nouveaux qui émergent, c'est-à-dire on a besoin de gens qui sont en train de dire on peut faire de l'agriculture autrement que en rasant tout, en mettant des tracteurs, en y allant avec des pesticides et des engrais de synthèse. On peut produire de l'énergie autrement qu'en brûlant du pétrole et du charbon. On peut créer la monnaie autrement que par la dette et par les banques centrales, bon, etc. On a besoin de gens qui engagent ces rapports de force en allant dans la rue, en attaquant l'État en justice, en s'engageant en politique, en y allant sur les marchés financiers aussi, hein, c'est-à-dire ce que fait par exemple Lucie Pinson, essayer d'obliger des entreprises à désinvestir d'un certain nombre de secteurs de l'activité économique pour aller vers d'autres. Peut-être même des rapports de force qui vont encore plus loin, donc de la désobéissance civile, pourquoi pas comme Andreas Malm le propose du sabotage. Andreas Malm, c'est un géographe suédois qui enseigne à l'université de Malmö, je crois, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Comment saboter un pipeline, donc il y a déjà un programme assez explicite en soi, et qui dit aujourd'hui qu'est-ce qui est le plus violent. Est-ce que c'est de construire un pipeline, en sachant que ça va avoir des conséquences terribles sur le changement climatique, ou est-ce que c'est de saboter ce pipeline? Et lui dit, moi je pense que le moins violent, c'est de saboter ce pipeline. Bon, et on a des circonstances historiques fortes, notamment le changement climatique, qui va mécaniquement amener de plus en plus de gens à se rebeller, parce que ils vont se retrouver sur les territoires où les conséquences seront les plus dramatiques, et il leur faudra bien trouver des solutions. Et si les solutions ne sont pas portées par leur gouvernement, il leur faudra bien se rebeller. Une longue réponse à une courte question. Il fallait pas me chercher avec les coloris. Alors, j'ai lu votre livre Demain que j'ai aimé. Cool. Que pensez-vous de la théorie de l'effondrement?
souligné par Pablo Servigne et les autres collapsologues. Pablo, c'est un ami, donc je ne vais pas dire du mal de lui, pas ici en tout cas. Je pense que c'est très... comment dire ? Quand on dit effondrement, on a toute une espèce d'imaginaire qui émerge dans notre cerveau, un peu à la, je sais pas, à la Mad Max, où tout d'un coup tout va se casser la gueule du jour au lendemain. Les gens vont se mettre à s'entretuer, un peu comme dans la... Je sais pas si vous avez vu la série Effondrement des Parasites, sans doute certains d'entre vous. Il y a de fortes chances que ça se produise pas comme ça. Il y a de fortes chances que ça se produise... Enfin, que de façon graduelle, il y ait certains effondrements. Par exemple, on peut considérer qu'il y a déjà une forme d'effondrement des populations de mammifères vertébrés. Parce que depuis les années 70, on a perdu justement près de 70% des populations d'animaux vertébrés sur la planète. Donc c'est une forme d'effondrement, des populations d'insectes. Donc ça existe déjà. On peut considérer que certaines situations pourraient provoquer des... Je ne sais pas si ce serait des effondrements, mais en tout cas des chutes libres sur le plan économique. Et peut-être même sur le plan démographique. Je ne sais pas si vous avez entendu tous parler du rapport du Club de Rome, de ce qu'on a appelé le rapport Meadows, Halte à la croissance, qui est sorti dans les années 70. En gros, c'est 3 chercheurs, dont un couple, le couple Meadows, qui était au MIT, donc au Massachusetts Institute of Technology à Boston, qui est un peu genre la plus grande université du monde pour les ingénieurs, et qui ont cherché à modéliser ce que l'humanité pourrait vivre dans les décennies qui viennent. Donc ils ont fait ça en 1970, en utilisant donc les premiers ordinateurs qui étaient capables de faire un certain nombre de calculs, et en rentrant tout un tas de données sur la croissance démographique, la croissance économique, l'utilisation de la matière, la pollution. Donc, ils ont mis toutes ces données dans l'ordinateur, et il se trouve que dans la plupart de leurs modèles, à partir de la décennie 2030, justement, il y avait certaines courbes qui commençaient à s'effondrer, notamment la courbe de l'économie et la courbe de la démographie. Et ils ne comprenaient pas pourquoi. Donc ils ont cherché à changer les données. Et puis, malgré les modifications dans les différentes variables, il y avait toujours cette espèce d'effondrement entre 2030 et 2040 de ces deux courbes. Et à force de réfléchir, ils ont compris que la variable qui ne changeait pas et qui était problématique, c'était celle de la croissance. Qu'à force de chercher de la croissance économique de façon illimitée, on était mécaniquement conduit, même si aujourd'hui on vous dira qu'on est capable de découpler un peu la croissance avec la consommation de matière. En réalité, on ne peut pas le faire à 100%, pas du tout. Que plus on va chercher de la croissance, plus, comme je le disais tout à l'heure, on va raser de forêts, on va vider les océans, on va creuser des mines, on va utiliser les ressources. On va aussi créer des externalités négatives, donc de la pollution chimique, de la pollution atmosphérique. Et qu'à un moment, tout ça peut conduire à des points de rupture. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ces points de rupture, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils pourraient arriver. On commence à avoir un peu d'idées avec le climat, comme je vous le disais tout à l'heure. On pense qu'il peut y avoir des mécanismes systémiques, c'est-à-dire que certains points de rupture en accélèrent d'autres. Mais il y a de très fortes chances que tout ça s'étale sur un certain nombre de décennies. Et qu'on ne soit pas dans une sorte d'image d'Épinal où du jour au lendemain, comme dans un film catastrophe hollywoodien, tout se casse la figure. Donc ce qui veut dire que on a quand même besoin, en plus d'arrêter le réchauffement, d'arrêter la destruction, de commencer à se préparer, donc ce qu'on disait tout à l'heure, construire de la résilience, de se préparer à s'adapter à des circonstances de plus en plus difficiles. Il y a de très fortes chances que le monde dans lequel on vivra dans 20 ans soit beaucoup plus hostile que le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et donc ça nous demande de mettre en place un certain nombre de choses sur nos territoires, comme on le disait tout à l'heure, pour sécuriser l'agriculture, pour sécuriser
l'approvisionnement en eau, pour se préparer à avoir aussi un certain nombre de services économiques de base dont tout le monde a besoin, qui soient sur nos territoires, qui ne soient pas à l'autre bout du monde. On n'ait pas besoin de faire des milliers de kilomètres à un certain nombre de choses pour les avoir. Tout ça devient un peu crucial. Et ouais, j'ai été plus vite. Ouais. Laisse un peu de place au silence. Alors, en quoi l'art et la culture peuvent-ils appuyer les transitions? De plein de façons différentes. Là, moi, je viens de créer une... Enfin, moi, je sais que je le fais à travers... J'écris des romans, de la poésie, je fais des films, je fais de la musique aussi. Et je sais que... par exemple, quand on fait du cinéma, on a la possibilité de toucher les gens un peu à tous les étages. C'est-à-dire quand vous allez voir un film, ce qui est cool, c'est que... Je crois que c'est Vincent Lindon qui disait ça... c'était son discours de clôture du Festival de Cannes. Il disait, dans l'idéal, puisqu'il était président du jury, il disait on a vu plein de films formidables. Dans l'idéal, il faudrait que un film suscite du désir avant de l'avoir vu, de l'émotion pendant et de la réflexion après. Du désir, c'est ce qui est un peu notre élan vital. L'émotion, c'est ce qui nous meut, c'est ce qui nous met en mouvement. C'est parce que vous êtes en colère, par exemple, contre quelque chose que vous allez éventuellement vous révolter contre. Ou c'est au contraire parce que quelque chose vous rend heureux que vous allez avoir envie de le reproduire, ou de lancer des initiatives qui permettraient d'aller dans ce sens-là. Et la réflexion, c'est ce qui vous permet d'organiser votre action. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes mu par le désir et éventuellement animé par une émotion, l'idée c'est de savoir dans quel sens agir. L'art a la possibilité de faire ça. Là, j'ai créé une société de production qui s'appelle Newtopia, notamment avec Marion Cotillard. On a lancé ça à Cannes, au dernier festival de Cannes, avec l'objectif de produire un maximum de films et de séries qui proposent d'autres imaginaires de l'avenir. Pourquoi? Parce que on voit que de tout temps, depuis que le cinéma existe, et particulièrement depuis qu'il s'est beaucoup raffiné, on va dire, les régimes politiques utilisent le cinéma pour faire la promotion de leur vision du monde, de leurs idées, et ça marche. Je ne sais pas si vous connaissez ces chiffres-là, mais par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Goebbels n'a eu de cesse de produire des films qui mettent en scène les Allemands de façon extraordinairement héroïque, parfois en inversant complètement les situations. C'est-à-dire qu'il a fait des films où les Allemands se retrouvent persécutés, maltraités, mis dans des camps de travail qui ressemblent aux camps de concentration par les Polonais. Et en fait, ce film avait pour but de faire naître chez la population allemande un sentiment de rejet et de haine à l'égard des Polonais qui permettrait de justifier ce que les Allemands étaient justement en train de faire aux Polonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et pour un certain nombre d'Allemands, ça a totalement bien fonctionné. En 1943, en Allemagne, il y a eu plus d'1 milliard d'entrées dans les cinémas. Pour vous donner un chiffre et une comparaison, en ce moment, il y a autour de 200 millions d'entrées par an en France. 5 fois plus. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont négocié avec les Européens les accords du plan Marshall, et en échange des milliards qu'ils investissaient pour reconstruire l'Europe, ils ont obtenu d'avoir 60% des droits de diffusion sur les écrans de cinéma européens. Et ils ont justifié cette stratégie, et puis le fait d'avoir investi tant pour négocier ça auprès du Congrès américain, en disant le cinéma est et doit être une arme contre le communisme. Donc le cinéma était un moyen de promouvoir la vision du monde des Américains, donc à la fois le capitalisme, mais aussi le consumérisme. Et c'est comme ça que l'American Way of Life, d'une certaine manière, s'est répandu dans le monde entier, avec, voilà, porter des jeans, manger du fast-food, avoir tous une voiture, avoir justement, comme ici en Bretagne, des grands supermarchés avec des grands parkings, enfin on appelle ça des Leclerc hein, ici, mais aux États-Unis c'est porte un autre nom. Des ronds-points, beaucoup de ronds-points. Champion du monde des ronds-points en Bretagne. Il y en a partout ailleurs aussi, mais quand même. Et donc une société extraordinairement gourmande en ressources, en argent, en énergie,
avec l'idée que c'est la possession matérielle, le confort, le progrès technologique qui est le summum du raffinement d'une certaine manière de la civilisation. Aujourd'hui, on a besoin que le cinéma, les séries, la littérature, mais pourquoi pas aussi la peinture, la danse, puissent faire émerger une autre vision du monde. Que d'une certaine manière, un ecological way of life soit porté par ces mouvements artistiques. C'est indispensable. Et c'est indispensable parce que on va pas embarquer un mouvement d'une certaine manière qui va construire une autre société si on n'est même pas capable de l'imaginer avant. Il faut bien qu'on soit capable d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Et donc le travail d'imaginer, il n'est pas exclusif aux artistes, mais les artistes font partie de ceux qui peuvent nous aider à imaginer le monde de demain, sont aussi ceux qui peuvent nous aider à nous relier à nouveau à une forme d'essentiel. En règle générale, quand vous êtes touché par une œuvre d'art, c'est parce que elle touche à une forme d'universalité, et cette universalité-là, cette espèce d'état dans lequel vous pouvez être quand vous avez vu un film qui vous a bouleversé, ou quand vous avez entendu un morceau de musique qui vous a tellement touché, ou un roman, ou un tableau. L'état dans lequel vous êtes, il ressemble beaucoup à, je sais pas, l'état dans lequel vous pourriez être quand vous avez fait l'amour avec quelqu'un, quand vous êtes devant un paysage sublime, quand vous avez vécu des émotions extraordinaires avec quelqu'un que vous aimez, parce que, je sais pas, vous avez peut-être eu une conversation hyper intime. Cet état-là, qui est sans doute la chose la plus précieuse et la chose qu'on a envie de préserver, on peut le toucher à travers l'art. Et pour moi, c'est une sorte de jalon, c'est une sorte de chose à laquelle on peut s'accrocher en se disant, c'est peut-être ça, la finalité de nos sociétés. C'est peut-être de défendre la vie sous toutes ses formes, et de défendre la vie pour qu'on puisse la vivre et qu'on puisse traverser ces moments extraordinaires, plutôt que de se dire que le but de nos civilisations, c'est simplement de faire de la croissance, etc. Voilà. Il s'amusait bien avec sa boîte à questions. En quoi votre boîte de production de films sera différente des autres? Qu'est-ce qui la distinguera des autres en positif? C'est un peu ça, c'est ce que je disais, c'est que nous on veut vraiment uniquement produire des films et des séries qui proposent des imaginaires différents de l'avenir, qui nous aident à construire un monde plus écologiquement soutenable et socialement juste. Donc on fera pas de dystopie, on fera pas de films qui n'ont pas de sens par rapport à ça, par rapport à l'avenir. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus non plus. Et toi, tu parles plutôt de transition ou d'effondrement. Tu fais une différence entre les deux. Alors déjà, on se connaît pas, donc on se tutoie. Quand tu parles de transition ou d'effondrement, on parle pas de la même chose. La transition, c'est passer d'un état à un autre. Donc, d'une certaine manière, on est obligé de passer par une phase de transition, quoi qu'il arrive. Après, il ne faut pas que ça devienne un état permanent. C'est-à-dire que dans la façon, par exemple, dont le gouvernement présente les choses, t'as un peu le sentiment que ça va être une transition qui s'arrête jamais, quoi. On est toujours un peu en transition. Donc, il y a un moment, il faut quand même passer à un autre état. Et il y a de fortes chances que des phénomènes d'effondrement, ou en tout cas des phénomènes de rupture, accélèrent les transitions. Fasse qu'on soit obligé d'aller plus vite sur tout un tas de sujets. Et je crois qu'on n'y coupera pas, moi. Je lis pas dans une boule de cristal, hein, mais la plupart des humains fonctionnent comme ça. On attend d'être au pied du mur. C'est un peu comme tu dis à un fumeur d'arrêter parce qu'il va avoir un cancer, puis un jour il arrête parce qu'il a un cancer. Donc il y en a qui arrêtent avant, mais il y en a plein qui attendent d'avoir le cancer quand même. Donc on a un peu tendance à faire ça. La pandémie, c'était ça. Je discutais avec Gilles Boeuf, qui est biologiste et qui était le président il y a quelques années du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, et qui me disait, en gros, ça fait 10 ans qu'on prévient les gouvernements qu'il y a un syndrome grippal qui pourrait dégénérer en pandémie. Et en 2019, on leur a carrément fait une note pour leur dire, là, il faut vraiment se préparer parce qu'on est très très inquiet. Bon. Est-ce qu'on s'est préparé pour autant? Non.
En 2020, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gel, il n'y avait pas de place dans les hôpitaux. Et puis surtout, il n'y avait aucune réflexion sur d'où viennent ces pandémies. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec le fait qu'on détruit les écosystèmes à un rythme effréné, et qu'on se retrouve finalement en contact avec des animaux sauvages avec lesquels on ne devrait pas? Pas vraiment non plus. Donc, il y a des chances quand même qu'on attende un peu, que nos sociétés parviennent justement à ces points un peu de rupture pour vraiment s'y mettre. En tout cas, pour s'y mettre à la mesure de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Ouais, ça donne le moral, hein, tout ça, hein, c'est bien. As-tu de l'espoir pour l'avenir? Si oui, qu'est-ce qui te tient? Et sinon, pourquoi ne t'es-tu pas jeté dans la... Non. Est-ce que j'ai de l'espoir? En fait, je crois qu'on peut pas vraiment vivre sans espoir. Je pense que si t'as aucun espoir de rien, tu te fous en l'air. Ce qui est une autre chose que de dire est-ce que tu es optimiste? Enfin, il faudrait être un peu demeuré pour être optimiste quand tu vois l'état de la situation. Ça va de plus en plus mal, tous les indicateurs sont de pire en pire, y compris les indicateurs politiques. Enfin, tu vois, l'extrême droite monte de plus en plus. Tu te dis, bon, il n'y a aucune raison d'être optimiste. En revanche, avoir de l'espoir, c'est savoir que quelque part, il y a la possibilité de résoudre ces problèmes, que quelque part, il y a de la ressource, de l'énergie en nous et chez d'autres personnes pour le faire. Et ça, oui, bien sûr. Moi, tout ce que je fais me permet de rencontrer des gens extraordinaires. Et je vois que si les humains sont capables du pire, ils sont aussi vraiment capables du meilleur. On connaît la plupart des solutions à nos problèmes. Vraiment. Et que pour le moment, la raison pour laquelle on ne les met pas en œuvre, c'est que notre système démocratique est malade. Et qu'on ne vit pas d'ailleurs vraiment en démocratie. Qu'on vit dans une démocratie assez dégradée, où la plupart des décisions publiques, politiques, sont orientées par des intérêts privés. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on est obligé d'engager des rapports de force. Et moi, ce qui me tient, c'est beaucoup de faire ce que j'aime, à vrai dire. Moi, j'ai essayé de sortir d'une forme de militantisme un peu sacrificiel de faut faire ça pour sauver, je sais pas quoi, sauver la planète, sauver le monde, inverser la courbe du changement climatique. Donc j'ai arrêté de croire ça, parce que de toute façon, je n'y arriverai jamais avec mes petits bras. Et vous non plus, d'ailleurs, mauvaise nouvelle. En revanche, je me suis mis à essayer de faire la jonction entre ce qui me donne envie de me lever le matin, ce qui me passionne, ce dans quoi je peux exprimer mes talents, et ce qui me semble être utile pour participer à résoudre un certain nombre des problèmes qu'on a dans le monde. Et quand vous arrivez à faire les deux, d'une certaine manière, chaque journée vaut la peine. Chaque journée peut être extraordinaire parce que vous faites des choses que vous adorez, et potentiellement ces choses peuvent avoir un impact. Et cet impact, il est plus ou moins limité. Moi, je n'aurais jamais imaginé, par exemple, quand j'ai fait Demain avec Mélanie, que ce film serait vu par 1 200 000 personnes au cinéma, qu'il sortirait dans 30 pays, qu'il engagerait des milliers et des milliers d'actions, de conversions, de lycéens qui choisissent leurs études par rapport à ça, d'étudiants qui choisissent leur métier, de gens qui changent de boîte, de gens qui créent des boîtes, d'élus comme Hidalgo qui dit que la politique vélo à Paris, ça lui a été clairement inspiré par Copenhague qu'elle a vu dans Demain. Bon, on n'aurait jamais imaginé ça. Parce que nous, au départ, on faisait juste un film. Moi, j'étais dans une salle de montage. Je disais, mais qui va aller voir ce truc? Franchement, c'est chiant comme la pluie. Ça parle de monnaie locale, de démocratie et d'énergie renouvelable. Personne n'ira jamais voir ça. Et puis, en fait, si. Bon. Donc, vous en savez rien. Vous pouvez pas savoir ce que vous allez engager. Vous pouvez pas savoir ce que ça peut avoir comme conséquence. Si ça se trouve, ça va entraîner des effets boule de neige. Mais d'une certaine manière, il faut pas le faire pour ça. C'est bien de chercher à ce que ça ait de l'impact, mais il faut arriver à vous détacher un maximum de cette espèce d'obsession de l'impact pour pouvoir être un peu libre et pour pouvoir prendre du plaisir à ce que vous faites. Et il y a de très fortes chances que ça en est, de toute façon. C'est-à-dire que quand vous faites un truc que vous adorez, c'est plus contagieux
Et c'est plus inspirant pour les gens qui sont autour de vous que si vous avez l'air vraiment de vous faire chier comme des râlants. Et que si vous arrivez dans un boulot que vous détestez, à la machine à café, comment ça va, bah, comme un lundi, enfin tu vois, ces gens-là, ils changent pas le monde, vraiment. Ou pas très vite, quoi. Et c'est d'autant plus important pour vous qui allez choisir un métier bientôt. Enfin, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà des métiers, mais il y en a aussi d'autres qui vont les choisir. Et c'est un des endroits où vous pouvez avoir vraiment beaucoup d'impact. C'est un peu triste de se dire qu'on vit dans un monde où on fait un métier d'une certaine manière qui nous plaît pas tant que ça et qui est pas totalement conforme avec nos valeurs. Et puis qu'après on essaie de s'engager le soir, le week-end. C'est un peu... je faisais cette blague à un moment en disant c'est un peu comme si tu disais je bosse chez Monsanto mais j'y vais en vélo. Tu vois, je sauve la planète. Comment on passe de l'action personnelle ou collective de petite échelle à une action à grande échelle, régionale, nationale, internationale? En s'organisant et en ayant une stratégie. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Petit manuel de résistance contemporaine, où j'ai essayé de regarder justement les différentes stratégies qui pouvaient exister et qui marchaient, plus ou moins. Et dedans, je cite beaucoup un type qui s'appelle Zdra Popovic, qui est un Serbe, qui était un des leaders de la révolution au moment où ils ont renversé Milosevic dans les années 2000, et qui maintenant a monté une sorte d'ONG, d'organisation qui s'appelle Canva, et son job c'est un peu consultant mondial en révolution. C'est-à-dire que tu as des gens qui viennent le voir du monde entier pour dire voilà, nous on habite dans tel pays, on voudrait faire la révolution, comment on pourrait faire? Et il me disait l'autre jour par Skype, il me dit si tu racontes mon truc, tu leur dis c'est un vrai job, hein. C'est vraiment un job. Et effectivement il le fait. Et il a un certain nombre de principes, et notamment il dit c'est très important de se donner une vision pour demain. Pour organiser une action collective, c'est indispensable de commencer par faire un constat commun de la situation, d'être d'accord sur ce qui se passe, et ensuite de pouvoir collectivement imaginer des réponses, des solutions, et à partir de ces solutions, d'élaborer une stratégie avec un grand objectif, où est-ce qu'on veut arriver, et de pouvoir décliner cet objectif par étapes. Popovic dit une grande victoire, c'est une succession de petites victoires atteignables. Donc se demander, ok, on veut arriver là, de quoi on a besoin comme moyens humains, moyens financiers, comment est-ce qu'on peut découper ça en étapes, et quelle est la première étape atteignable? Quelle est la victoire qu'on peut déjà remporter, et qui va donner d'une certaine manière de l'énergie à tout le groupe, qui va pouvoir, je sais pas, admettons que vous vous disiez, on veut faire que Rennes soit zéro déchet. Avant d'arriver à ce que Rennes soit zéro déchet, il va falloir passer par pas mal d'étapes. Et peut-être que la première étape, c'est de dire, on a déjà envie que dans le, je sais pas, on est une quinzaine là, on a envie que dans le quartier dans lequel on vit, peut-être même au pied de l'immeuble ou du groupe d'immeubles où on vit, on installe, en plus du système de recyclage, un système de compostage collectif. C'est une étape petite, mais voilà, qui est atteignable pour nous. Si vous y arrivez, d'une certaine manière, ça va donner de l'énergie à tout le groupe, parce que vous aurez déjà accompli quelque chose, qui est un premier pas sur une route que vous avez tracée, qui en comporte de nombreux autres. Si vous restez simplement bloqué sur le grand objectif, c'est-à-dire si vous disiez non, nous ce qu'on veut c'est que Rennes soit zéro déchet. Au bout de 6 mois, au bout de 8 mois, vous allez commencer à être découragé, parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes hyper loin du compte, et que d'une certaine manière, ce que vous avez accompli, c'est minime par rapport à l'objectif qui vous obsède. Et c'est ce qui manque beaucoup aux associations, aux collectifs sur les territoires et au mouvement climat en général. C'est justement d'élaborer cette stratégie et de pouvoir mettre en face les moyens adéquats pour pouvoir y parvenir et les étapes. Pour info, il reste à peu près une demi-heure. Okay. Et il y a encore beaucoup de questions. Mais l'idée, c'est qu'il y aura aussi des temps informels après où Cyril sera encore là, donc ceux qui n'ont pas eu leurs questions. Le numérique, l'audiovisuel, la prod musique sont-ils compatibles avec la sauvegarde environnementale? Il y a marqué quoi? CSDEM? Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Bon.
En fait, ces activités, comme beaucoup d'autres activités, ont un impact. Et un impact qui est loin d'être neutre. Qui a un impact à la fois dans l'essentiel, par exemple, de l'empreinte écologique du streaming, c'est beaucoup la fabrication des terminaux. La fabrication des tablettes, des ordis, des téléphones, des télés, des décodeurs, qui demandent une quantité considérable de ressources qu'il faut extraire, beaucoup d'énergie pour fabriquer tout ça, les acheminer, les vendre, et puis après tu as l'électricité effectivement que tu consommes quand tu streams, que tu regardes tes trucs. Bon. La question qu'on a besoin de se poser de façon globale dans nos sociétés, c'est quelles sont les activités qu'on considère être indispensables, utiles, superflues et carrément nuisibles. Et de pouvoir, d'une certaine manière, se faire une grille, un peu comme quand, je sais pas, quand vous allez acheter un appart ou quand, maintenant il y a ça sur les produits alimentaires, en gros, est-ce que c'est un produit A, B, C, D, E, F, G? Mais il faudrait d'une certaine manière qu'on arrive à se poser ces questions-là sur tout un tas d'activités qu'on mène dans nos sociétés. Et de regarder les moyens qu'on a en face. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut utiliser si on a cet outil dont on parlait des 9 limites planétaires? Qu'est-ce qu'on peut utiliser encore comme ressources naturelles sans complètement se mettre en danger par rapport à l'utilisation de ces ressources? Est-ce qu'on peut utiliser plus rien, parce qu'on a déjà dépassé 6 sur 9? Auquel cas, ça veut dire qu'il faut qu'on se débrouille avec tout ce qu'on a déjà produit, qu'on aille chercher dans les déchets pour refabriquer des objets, etc. Ou est-ce qu'on peut un peu? Et si on peut un peu, comment? Comment est-ce qu'on organise nos systèmes économiques, industriels, comme je l'expliquais tout à l'heure? Et ça, c'est valable aussi bien pour la question de l'audiovisuel, de la musique, comme la fabrication des voitures, comme la fabrication des bâtiments, comme la fabrication des routes, comme... Est-ce qu'on a encore besoin d'avoir des McDo, tu vois? A priori, non. Est-ce que c'est soutenable comme activité? A priori, non. Tu vois? C'est-à-dire que une activité qui consiste à faire de l'élevage intensif pour plus de la monoculture de patates, donc où tu rases tout et où à grands coups d'engrais et de pesticides, tu fais pousser des tonnes et des tonnes de patates en détruisant la biodiversité pour fabriquer des burgers qui vont rendre les gens a priori diabétiques, obèses et qui vont faire de l'hypertension. Pas sûr que ça soit utile. Mais comment est-ce qu'on est capable de déterminer en tant que société qu'on veut arrêter ça? C'est ça la question. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que notre système démocratique est la clé. C'est-à-dire que et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fait la Convention citoyenne. Quel espace on peut trouver dans lequel on peut ensemble faire le diagnostic et ensemble proposer des solutions? Parce que sinon, on se retrouve dans une situation où c'est les gouvernements qui nous imposent un certain nombre de choses, comme ça a été le cas pendant la pandémie. Et là, évidemment, les gens ne sont pas d'accord. Le sujet un peu tarte à la crème avec ça, c'est les éoliennes. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont contre les éoliennes, mais qui sont aussi contre les éoliennes parce qu'on leur impose de mettre une éolienne à un endroit et qu'ils n'ont pas du tout été consultés. Et les pays où ça se passe le mieux, notamment au Danemark par exemple, ça se passe bien parce que il y a une consultation des habitants qui participent à déterminer où on va mettre les éoliennes, qui participent à les financer, et donc qui participent aussi à en avoir le retour économique, qui placent une partie de leur épargne pour cofinancer des éoliennes, et ça leur apporte 7%, en gros c'est un assez bon placement. Et donc là, évidemment, ça les intéresse plus que si du jour au lendemain, ils se retrouvent avec un projet d'éolienne en face de chez eux. Et pour la plupart des sujets, c'est comme ça. C'est-à-dire que les gens sont pas prêts à ce qu'on leur impose des choses de force, mais en revanche, ils sont prêts à participer à élaborer des solutions. Laisse-la là, hein, si tu veux. Ah oui, mais non, parce que tu l'as rempli en même temps. Ouais. Maintenant, il est là. Nos gestes du quotidien pour l'écologie ont-ils vraiment un impact face aux actes des grandes richesses? Par exemple, l'avion de Bernard. Quel Bernard? Bernard Arnault. Comment avoir un réel impact à notre échelle? Plus t'es riche et plus t'as d'impact, ça c'est sûr. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend que le changement climatique,
50% des émissions de gaz à effet de serre, c'est les 10% les plus riches. Donc quand on pose la question, par exemple, ah oui, mais comment on fait pour convaincre les plus pauvres de faire de l'écologie? En fait, il n'y a pas du tout besoin de convaincre les plus pauvres de faire de l'écologie. Il y a besoin de forcer les plus riches à vivre plus sobrement. Et les plus pauvres, ils ont plutôt besoin qu'on les aide. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt besoin qu'on leur donne les moyens de vivre décemment et même de façon épanouie, pourquoi pas. Et de façon écologique. Mais ça, encore une fois, ça tient au pouvoir public. C'est-à-dire que dans la question comment est-ce qu'on fait pour avoir beaucoup d'impact avec ce qu'on fait chacun d'entre nous, en fait, la meilleure façon d'avoir beaucoup d'impact, c'est de s'engager dans des dynamiques collectives qui orientent la société. Ce que je vous disais tout à l'heure. Là, par exemple, je crois qu'il y a eu, 70% d'abstention chez les jeunes aux législatives. Bah, c'est quand même une grosse connerie. C'est-à-dire que il y a cette espèce d'adage qui dit si tu t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi. Bah, tu vas pas voter, après, faut pas venir pleurer quand t'as des sales cons au pouvoir, en fait, qui vont complètement à l'inverse. Là, en l'occurrence, en plus, on avait, sans faire trop de prosélytisme, mais quand même, on avait un groupe politique, une alliance, qui avait, selon toutes les ONG, en plus, c'est même pas partisan, c'est-à-dire que dans tous les classements de tous les ONG sur les critères écologiques et sociaux, ils étaient très très loin au-dessus, qui proposaient de mettre en place des politiques qui étaient quand même nettement plus intéressantes sur le plan climatique et de la biodiversité. Bah, tu vas pas voter pour eux, et puis après tu vas faire pousser tes tomates, puis tu dis, oh, non, quand même, ça change pas très vite, hein. Bah non, ça change pas très vite. Donc il y a quand même une vraie réflexion à faire, hein. C'est-à-dire que dans le milieu militant, il y a aussi besoin d'accepter que la politique, c'est un endroit de rapport de force, c'est un endroit d'orientation de la société, et que notre démocratie a besoin de se saisir de ça, et de se saisir de ça collectivement. Donc c'est sûr que trier ses déchets, manger moins de viande et prendre son vélo, ça a beaucoup moins d'impact que participer à faire en sorte que des gens arrivent au pouvoir et mettent en place des mesures très ambitieuses sur le changement climatique ou l'effondrement des espèces. Ça, c'est sûr que ça a beaucoup moins d'impact. Mais c'est fini les élections maintenant. Que penses-tu du végétarisme-véganisme? Je suis contre. Bah, je pense que c'est indispensable, enfin c'est pas que je pense, c'est que je sais que c'est indispensable de réduire considérablement notre consommation de produits d'origine animale. En gros, en France, il faudrait qu'on passe de 90 kg de viande par personne et par an à 25. Sur la planète, la seule façon qu'on pourrait avoir de nourrir toute l'humanité avec une agriculture à peu près biologique, c'est en étant à 80% végétarien, enfin même en ayant une alimentation qui tendrait vers le 80% végétal et 20% animal. Donc je pense que c'est très utile d'être vegan ou végétarien. Et après, il y a la question philosophique de est-ce qu'on a le droit de manger ou non des animaux, qui est une question très intéressante, à laquelle je n'ai pas de réponse définitive, mais si vous avez l'occasion de lire le livre Animal, par exemple, qu'on a sorti en même temps que le film, on a interviewé tellement de biologistes et d'écologistes sur la question que vous aurez plein de points de vue différents qui sont vraiment hyper riches et qui permettent de se faire une opinion soi-même, une opinion qui peut être amenée à évoluer d'ailleurs. Dans le film, là, Animal, les deux héros, les deux protagonistes, c'est deux ados de 16 ans, Bella et Vipoulane, qui sont véganes tous les deux. Et qui vont à la rencontre d'un certain nombre de gens, dont des éleveurs. Et ils ont à un moment une conversation avec Baptiste Morisot, qui est un philosophe du vivant, qui a écrit notamment Manière d'être vivant, enfin qui est un de ceux qui est sans doute à la pointe de la réflexion dans notre relation dans la relation entre les humains et le reste des espèces vivantes. Et je me souviens d'une conversation où il en disait, je
Je suis totalement d'accord avec vous sur la nécessité de réduire considérablement, sur l'atrocité de l'élevage intensif, il faut vraiment arrêter, sur l'impact que ça a sur le climat, sur la biodiversité, etc. En revanche, j'ai philosophiquement un problème avec le fait que vous refusiez de manger un animal qu'on a tué pour vous nourrir, parce que d'une certaine manière, le cycle du vivant, c'est la vie qui se donne à la vie en permanence. Il y a toujours de la mort pour qu'il y ait de la vie. Et donc, d'une certaine manière, j'ai un problème philosophique avec le fait que vous ne vouliez pas qu'un animal soit tué pour vous nourrir. Ensuite, la façon dont il est tué, c'est-à-dire est-ce qu'il faut de l'élevage ou non? Est-ce que la seule façon, par exemple, acceptable de tuer un animal pour se nourrir, c'est celle d'un certain nombre de peuples autochtones qui chassent eux-mêmes un animal pour se nourrir ou pas? Vous déciderez pour vous-même. Mais c'est une question qui se pose à nous, vraiment. À partir du moment où on considère que on est des vivants parmi les vivants sur cette planète, qu'on la partage avec tout un tas d'autres espèces, donc il faut apprendre à cohabiter, donc il faut leur laisser de la place. On sait que leur laisser de la place, ça passe par arrêter d'urbaniser à ce point-là, mais ça passe aussi par arrêter l'élevage à ce point-là, parce que pour nourrir les bêtes, on déforeste considérablement, et la déforestation, c'est la cause numéro 1 de la disparition des espèces. C'est quand on détruit leurs habitats, on détruit les endroits où ils vivent. Bon. Et puis quand on considère que les animaux sont des êtres sensibles, qui ont des émotions, qui ont même, et là aussi c'est absolument passionnant, qui ont des mœurs, qui ont des organisations sociales. Si vous avez l'occasion de voir Animal, justement, vous verrez ça, notamment avec les loups. C'est fascinant. Donc, les animaux ne sont pas des objets, ne sont pas des... Je ne sais pas si vous savez ça, mais jusqu'en 2015, dans le droit français, les animaux étaient considérés comme des biens meubles. C'est seulement depuis 2015 qu'on a changé la loi pour accepter que ce sont des êtres dotés de sensibilité. Ce qui change énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ce joueur de foot qui mettait des coups de latte à son, je crois que c'était à son chat. Ben, il avait des problèmes quand même. C'était qui? Ben, il a eu des problèmes parce qu'en fait, c'est interdit. Et donc, si ça, c'est interdit, c'est-à-dire si c'est interdit de faire ça à un animal familier, évidemment, ça nous amène à nous poser des questions sur la façon dont on traite les animaux d'élevage. Quand on voit la façon dont ça se passe dans les abattoirs, etc. Et donc, jusqu'où on pousse ce curseur-là? Est-ce qu'on le pousse jusqu'à se dire qu'il faut plus du tout d'élevage, ou est-ce qu'il faut un peu d'élevage, mais seulement de l'élevage extensif et pas de l'élevage en batterie? Comment est-ce qu'on donne la mort aux animaux? Est-ce que c'est avec des abattoirs mobiles qui vont dans les fermes, ou on les tue au dernier moment? Est-ce que c'est juste par la chasse? Toutes ces questions-là sont des questions éthiques, morales, que notre société, notre civilisation, d'une certaine manière, doit se poser. Et moi, j'ai pas de réponse à apporter. Ok. Y a-t-il une suite à la Convention citoyenne pour le climat? Si oui, laquelle? Donc la Convention citoyenne pour le climat, elle a donné une loi climat qui a été votée à l'Assemblée, qui est infiniment moins ambitieuse que ce qu'on avait proposé dans le rapport qu'on avait rendu. On peut considérer que c'est de l'ordre de 20% par rapport à ce qu'on voulait faire. Et là, il y a une forme de recrudescence, vous voyez, de gens qui veulent pousser le gouvernement actuel justement en se disant, tiens, est-ce que le fait qu'il y ait 140 députés, enfin même un peu plus avec les divers gauches, 150, disons, députés gauche écolo, est-ce qu'il serait possible de créer des alliances avec un certain nombre de gens d'autres partis, notamment de la majorité, parce qu'il y a une partie d'ensemble, des députés d'ensemble qui sont quand même sensibles à la question écologique, pour essayer de remettre ça sur le tapis et de faire en sorte qu'on fasse passer énormément de mesures qui ne sont pas passées ou qui ont été très amoindries. Je ne sais pas si vous avez suivi le processus, mais c'était assez dingue. Par exemple, là où on proposait avec la Convention citoyenne de mettre un malus sur les voitures les plus lourdes, donc l'idée c'était que les voitures qui font plus de 1400 kg, on leur mette un très gros malus. C'est-à-dire que ça vous coûte beaucoup plus cher de les acheter. Et le gouvernement a transformé le truc, avant de le faire voter à l'Assemblée, en disant non, c'est pas les véhicules de plus de 1400 kg, c'est les véhicules de plus de 1800 kg.
Sauf que les véhicules de plus de 1400 kg, c'est 25% du parc automobile. Et les véhicules de plus de 1800 kg, c'est 2% du parc automobile. Donc autant vous dire que si on change pour plus de 1800 kg, ça ne sert plus à grand chose. Et c'est ça qu'ils ont fait, dans une grande partie des cas. Et ils l'ont fait parce que il y a aussi tout un tas de lobbies d'intérêts privés qui ont beaucoup œuvré pour y parvenir. Donc ça, c'est une des suites. L'autre suite, c'est que ça a inspiré beaucoup de gens à plein d'endroits du monde. On a été auditionné dans des colloques à Yale aux États-Unis, à Cambridge en Angleterre. Ça a déclenché une assemblée citoyenne à Londres, qui a ensuite donné lieu à une transformation de l'objectif en Angleterre d'arriver à moins 78% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. En Pologne, au Danemark. Donc, ce qui nous intéressait aussi beaucoup avec cette initiative, c'était qu'on puisse faire la preuve que ça marche, la démocratie délibérative. C'est-à-dire que si on propose à des gens tirés au sort, qui sont représentatifs de toute la société française, de travailler avec les bons éléments, c'est-à-dire qu'on leur permet de faire un bon diagnostic et d'avoir accès à tous les acteurs de la société pour faire des propositions qui sont pas absurdes, aidés par des experts, aidés aussi par des juristes. Finalement, les propositions qu'ils font sont plus ambitieuses que ce que tous les gouvernements ont fait depuis 30 ans. Donc ça a quand même, on a fait quand même la démonstration de ça. Et ça a donné envie à plein de gens de tenter l'expérience dans leur propre pays. Donc ça, c'est plutôt positif. Et le positif dans tout ça ben, le positif dans tout ça, c'est tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure aussi. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a plein de choses terribles qui se produisent, mais il y a plein de choses extraordinaires qui émergent. Et c'est de ça dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'appuyer sur des dynamiques de vie, parce que sinon, le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité, c'est des dynamiques de mort. Donc on a besoin de s'appuyer sur... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, faites des trucs qui vous passionnent, faites des trucs qui vous donnent envie de vous lever le matin. Essayez de vous engager dans des projets qui sont des projets pleins de sens et qui sont des projets géniaux. Parce que c'est là que vous trouverez l'énergie. Et c'est là aussi que ça donnera envie aux autres. C'est-à-dire que là, le problème du récit écologique ou de la façon dont c'est perçu dans les médias pour le moment, c'est que on ne change pas de récit, c'est-à-dire qu'on continue à vivre dans ce récit où il faut de la croissance, il faut gagner de plus en plus d'argent, il faut aller travailler pour vivre, blablabla. Or, dans ce récit, ce qu'on a dit aux gens, c'est bon, vous allez devoir aller travailler, vous allez devoir être un petit rouage de l'économie, mais pour compenser ça, le petit bonbon qu'on va vous donner, qui va un petit peu vous rendre la vie plus agréable, c'est que vous allez pouvoir consommer. Vous allez être un producteur, mais un producteur consommateur. Et donc, vous allez pouvoir acheter plein de trucs quand vous voulez. Vous allez pouvoir aller prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde ou au moins à l'autre bout de l'Europe pour 39 € avec EasyJet chaque week-end. C'est génial. Vous allez pouvoir manger de la viande. En gros, vous allez pouvoir jouir matériellement. Et là, pour l'instant, le discours, et notamment d'une partie de l'écologie politique, c'est on reste dans ce même récit, mais dans ce même récit, on vous enlève tous les trucs qui vous faisaient tenir. C'est-à-dire qu'on va continuer comme ça, mais vous n'aurez plus le droit de prendre votre voiture, plus le droit de prendre l'avion, plus le droit de consommer d'énergie, plus le droit de manger de la viande, plus le droit d'acheter de fringues. Ah ouais, d'accord, ouais, non, il reste que le pourri, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de construire d'autres trajectoires de sens et de se dire, le but c'est pas de rester dans le même système et d'être appauvri dans quelque chose qui est dans de la privation. Le but, c'est de construire un autre système et que dans cet autre monde, on fasse des métiers qui nous plaisent, qu'on soit extraordinairement stimulé intellectuellement et en termes de recherche de sens parce qu'on fait des trucs très utiles qui résolvent des problèmes qui sont passionnants, encore une fois. Faire de la permaculture, c'est aussi devenir une sorte de scientifique. C'est devoir percer le mystère du sol, des écosystèmes, comprendre les associations entre les cultures, comprendre comment créer des microclimats. C'est génial de faire ça. C'est encore une fois un peu plus intéressant que simplement savoir quel produit utiliser, quelle machine, avoir un GPS qui nous dit tout ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, il faut semer, demain, il faut faire ci. Bon.
Et vivre dans ce monde, c'est aussi potentiellement faire beaucoup plus de place, comme on le disait tout à l'heure, à l'amour, à l'intensité, aux relations extraordinaires, à la santé. Donc c'est potentiellement un monde beaucoup plus raffiné dans lequel on serait beaucoup plus heureux. C'est ça qui peut nous donner envie de le construire. C'est pas de se dire simplement il y a le feu et donc il faut absolument se priver pour pouvoir l'éteindre. Ce matin, on avait une réflexion en fait sur est-ce qu'on serait capable de s'asseoir sur nos privilèges du coup pour les transitions écologiques. Et en fait, on a réfléchi un peu collectivement au fait que on pouvait juste transposer ces privilèges-là. Ça revient à ce que tu disais. En fait, c'est quoi les privilèges aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment de prendre sa voiture? Est-ce que c'est d'avoir un téléphone portable dernier cri? Ou est-ce que ce serait pas justement de pouvoir avoir accès à des voies vertes pour prendre le vélo et pour pouvoir prendre son temps? Est-ce que ce serait pas avoir l'accès à une vie associative riche, en rencontre, en partage, en apprentissage? Enfin voilà, du coup c'était juste pour, je pense, réfléchir ce terme de privilège autrement aujourd'hui, et je pense que ça peut nous faire voir les choses de manière plus positive. Bah, moi je suis complètement d'accord avec toi, et ce qui n'empêche pas qu'on a des privilèges dans le monde tel qu'il est construit aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais tu vois, moi je pense que le plus grand privilège qu'on peut avoir, c'est d'avoir du temps. Moi j'ai des amis qui habitent pas si loin d'ici d'ailleurs, qui habitent du côté de Granville, qui lui il était ingénieur sur les plateformes pétrolières, et il n'en pouvait plus du métier qu'il faisait. Ils ont décidé donc de devenir agriculteurs. Ils ont 6 vaches. Autant te dire que quand ils parlent à des éleveurs laitiers du coin, ils se foutent quand même bien de leur gueule. Genre, mais qu'est-ce que tu fais avec 6 vaches? Ils font du fromage, parce que c'est le seul moyen de s'en sortir quand t'as 6 vaches, c'est de vendre le produit transformé, en fait, d'avoir toute la valeur ajoutée. Ils vont le vendre eux-mêmes sur les marchés, donc ils ont 0 intermédiaire. Et du coup, ils gagnent très peu, mais ils ont beaucoup de temps. Et Tonio, il dit, moi je m'en fous en fait, j'ai pas besoin de beaucoup. Donc jusque-là, ils vivaient dans une yourte qui est malgré tout très belle, tu sais, ils ont un super beau plancher. Ils achètent pas grand-chose, ils achètent un peu à manger, même pas trop à manger parce qu'ils vivent sur une ferme en fait qui est occupée par d'autres jeunes agriculteurs, donc ils échangent souvent parce qu'il y a un maraîcher à côté, il y a un paysan boulanger, il y en a un qui fait des cochons et tout ça. Ils achètent un peu des bouquins, ils achètent pas tellement de fringues, ils vont pas trop au resto, mais simplement ils ont le temps en fait. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et en fait, c'est là où c'est très paradoxal et où c'est un imaginaire très différent. Réduire considérablement notre dépendance à l'argent, c'est potentiellement se donner la possibilité d'avoir du temps, d'être libre, de ne pas être prisonnier d'une forme de chantage au salaire, qui est le truc par lequel on est tenu. On est tenu par ça, par le fait qu'il faut gagner de l'argent. S'il n'y avait pas cette donnée-là, la plupart des gens ne feraient pas le même métier. Moi, je me suis amusé à regarder un peu les études sociologiques quand j'ai fait le petit manuel de résistance. 80% des gens disent qu'ils feraient un autre métier s'ils n'avaient pas cette contrainte du fric. Faire un truc que t'aimes aussi, c'est un privilège énorme. Énorme. Et qui n'a rien à voir avec la richesse. T'as des gens qui font des choses qu'ils adorent et qui gagnent pas beaucoup d'argent. Et qui se considèrent privilégiés parce qu'ils ont une vie qui a beaucoup de sens. Et c'est là où, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est là où il y a une forme de changement de récit, de changement d'imaginaire. Et si tu restes bloqué dans l'imaginaire d'avant, où ce qui est justement le privilège, ce qui fait que tu es quelqu'un d'important dans la société, c'est que tu as bien réussi, que tu as gagné beaucoup d'argent, que tu as une grosse voiture, que tu as une grande maison, que tu as un jardin, que tu as un chien, que tu as 3 gosses, enfin, j'en sais rien. C'est tout l'imaginaire à la con qui a pu y avoir y compris dans les films, dans les séries. Bah, t'es toujours malheureux et puis tu peux pas justement retrouver du sens et te dire que ce basculement de civilisation, de société est possible parce que tu continues à regarder avec les critères de maintenant. C'est vrai, Cyril, on fait une dernière question et après il y aura du coup la clôture de la journée par les jeunes de leur groupe. Ouais. Celle-là, c'est un peu la même que tout à l'heure. Notre action écologique est déterminée par notre classe, les plus riches du monde, les grands sont les plus pollueurs, les petits ne sont rien, comment renverser le système? J'ai un peu répondu tout à l'heure. Tu dis qu'il faut un changement d'ampleur politique. Comment se préparer au fait que les riches nous feront la guerre plutôt que de changer? Comment défendre
exemple des coups d'État, Espagne 36, Franco, Front Populaire, Chili contre Allende. C'est pas à négliger, quoi. C'est-à-dire que là, on a été filmé aux États-Unis pour. J'ai fait 3 documentaires là pour Arte qui vont sortir au mois de novembre, qui s'appelle Un monde nouveau. Et on a été filmé un homme qui a été conseiller de Barack Obama, qui est un patron de la Silicon Valley, multimillionnaire, et qui nous disait, en fait, moi j'ai été au top du système politique, donc je vois bien comment ça marche. J'ai été aussi d'une certaine manière au top du système économique, puisque je suis que entouré de patrons énormes qui ont fait des liens. Je vois le problème, je vois qu'on saurait le résoudre, mais je vois que tel que la société est organisée, on le fera pas. Donc, comme j'ai pas envie de me retrouver dans une situation dramatique, je me prépare, et donc il a monté une espèce d'énorme forum qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle The Preppers, où ils testent en fait tous les produits survivalistes, le meilleur couteau, la meilleure lampe, la meilleure réserve d'eau de pluie. Et donc on a été filmé dans le Colorado, dans une maison où donc il a de la bouffe pour 25 ans, donc c'est des espèces d'énormes trucs de conserve comme ça avec des carottes déshydratées qui vont durer 25 ans, des réserves d'eau pareil pour des dizaines d'années. Enfin en fait il a un système de réserve de filtres plutôt pour pouvoir faire de l'eau potable tout le temps. Évidemment il a une pièce remplie de flingots, du PQ, enfin bref, tout ce qu'il faut quoi. Et malgré tout, il nous disait, alors déjà il nous disait, je pense qu'il y a au moins 50% des cadres dirigeants de la Silicon Valley qui font ce que je fais là, c'est-à-dire qu'ils se préparent, c'est-à-dire qu'ils savent que ça va mal tourner, donc ils se préparent à pouvoir survivre. On a fait un réseau, c'est-à-dire qu'il nous disait, là moi je suis là, mais en fait il nous montrait une direction, là il y a une ligne où tous les 100 km, il y a quelqu'un que je connais, c'est-à-dire que si vraiment je suis dans la merde, j'ai des réserves d'essence, je sais que je peux aller avec ma bagnole jusque chez l'autre, où on pourra se retrancher, puis s'il y a encore un problème, on ira à un, bon, ainsi de suite. Et il y en a, c'est pire, il y en a, c'est en Nouvelle-Zélande. Donc effectivement, il y a un certain nombre de gens parmi les plus riches qui sont en train de se préparer à s'en sortir tout seuls. Il y en a même qui sont assez cyniques et qui peuvent être amenés à se dire s'il y a une partie de la population qui disparaît, à la limite, peut-être que ça va nous aider, parce que ça fera moins de ressources à partager. Donc c'est pour ça que, comme je vous le disais tout à l'heure, la meilleure façon de se préparer, c'est d'engager dès maintenant des rapports de force. C'est pour ça que je vous parlais aussi de la politique tout à l'heure, pour élire des gens qui vont s'y mettre. On a besoin de ça vraiment maintenant, tout de suite. C'est indispensable. Et on a besoin d'aller vers plus de démocratie. C'est-à-dire que si on ne transforme pas nos institutions pour pouvoir, de façon plus démocratique, comme je vous le disais tout à l'heure, faire des constats communs et faire des propositions communes, on va attendre d'aller vers des situations qui vont se tendre de plus en plus et des régimes qui deviendront de plus en plus autoritaires. Parce que comme pour la pandémie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils seront amenés à prendre des décisions d'urgence sans demander leur avis à la population. Et peut-être en privilégiant un certain nombre de gens dans la société, parmi lesquels les plus riches. Donc c'est là où plus on attend, moins on s'organise, plus on laisse les choses aller à volo, plus on se dit, moi je m'en fous, je vote pas, ça m'intéresse pas. Je m'occupe pas de la politique, je fais mon petit truc dans mon coin. Plus on prend le risque que ces phénomènes-là arrivent. C'est à ça que ça sert la politique. À s'organiser collectivement pour défendre des idées, pour essayer de mettre en place des systèmes qui soient les plus justes, les plus démocratiques, les plus équitables possibles. Donc on a vraiment besoin de ça. Et dans votre génération, c'est un vrai sujet. Et que je comprends très bien. Hein. Je comprends très bien qu'aujourd'hui on se dise à quoi ça sert d'aller voter. Mais on ne peut plus vraiment se payer le luxe de ça. Donc c'est très important à la fois de s'engager dans sa vie, à la fois de faire des choses collectivement sur son territoire, à la fois de trouver un métier dans lequel on peut avoir de l'impact, et où là aussi on peut essayer de s'organiser collectivement avec les gens avec qui on travaille. Mais c'est aussi très important de pouvoir orienter la politique de nos pays. Parce que sans ça, il y a fort peu de chances que notre action soit suffisamment vaste et suffisamment puissante pour avoir
un impact suffisant. Merci d'avoir écouté.